Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est malgré tout une surprise. Si tout le monde s'attendait à la réélection du président Nixon, peu nombreux sont ceux qui auraient parié avec certitude que M. Nixon remporterait 61% des voix contre 38 qui sont allés à McGovern. De plus, le président Nixon a remporté les élections dans 49 des 50 États que comptent les États-Unis. C'est un triomphe. Bien sûr, la complexité du système de vote américain fait que le Congrès et le Sénat demeurent en majorité démocrate, ce qui démontre aussi que l'élection de cette nuit n'est pas la victoire du Parti républicain, celui de M. Nixon, mais la victoire de M. Nixon tout court. Une victoire qui éclipse celle du président Johnson en 1964 ou celle de Roosevelt en 1936. C'est en tant que candidat que Richard Nixon, à la nuit dernière, fêtait sa victoire dans un grand hôtel de Washington, au milieu de ses fidèles. Sa réélection ne faisait pas de doute, mais on ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée. 49 États ont voté pour lui, dont celui du Dakota du Sud, dont McGovern est sénateur. Plus de 61% des voix, 521 mandats. Les républicains se voient déjà au pouvoir pour 12 ans grâce au vice-président Agnew qui se portera candidat en 1976. Sa victoire, le président Nixon n'a pas voulu seulement en faire celle du Parti républicain, mais celle de toute l'Amérique qui apportera une génération de vraie paix au monde entier. Ce sont ses propres termes. Selon la coutume, son adversaire démocrate, le sénateur McGovern, a adressé au président Nixon, sitôt sa victoire connue, le télégramme suivant. Félicitations pour votre victoire. J'espère qu'au cours des 4 prochaines années, vous nous mènerez une ère de paix à l'extérieur et de justice à l'intérieur. Vous avez mon plein soutien dans de tels efforts avec mes meilleurs vœux pour vous et votre gracieuse épouse Pat, signé George McGovern. With best wishes to you and your gracious wife, Pat, sincerely, George McGovern. Le sénateur McGovern, qui était entouré de sa femme et des autres membres de sa famille, a demandé à ses partisans de ne pas perdre espoir. Nous avons été l'objet du plus grand déploiement d'énergie et d'amour qu'aucun effort politique ait jamais inspiré, au moins de mon vivant. Tous les efforts que nous avons faits porteront le fruit dans l'avenir. Alors maintenant que cette élection est close, on pense à l'avenir et à celui qui représentera les démocrates en 1976. Un peu plus tard, c'est en tant que nouveau président des États-Unis que le président Nixon s'est adressé à l'Amérique sur les 3 chaînes de télévision. Chers concitoyens, je tiens à vous remercier de m'avoir apporté vos suffrages. Je voudrais prendre un moment pour m'adresser à vous tous. I first want to express my deep appreciation to every one of you, the millions of you who gave me your support in the election today. Je voudrais également exprimer mon respect au sénateur McGovern pour les millions d'autres qui ont voté pour lui. Au-delà de l'ambiance surchauffée de cette nuit des élections, une ambiance que nous avons nous aussi vécue à Paris, nous y reviendrons tout à l'heure, au-delà des aspects folkloriques et même des toutes premières déclarations, on peut déjà analyser cette victoire du président Nixon et en tirer des conclusions sur l'avenir. Car l'élection de 72 est à peine consommée, que tout le monde prononce déjà un chiffre qu'on fait immédiatement suivre d'un point d'interrogation, 1976. Michel Enfrol de Washington. La victoire de Nixon est une victoire que les chiffres rendent exceptionnelle. Je pense que vous voyez ce tableau avec les chiffres des résultats. C'est évidemment quelque chose que l'on ne connaissait pas aux États-Unis. Un raz-de-marée comme on n'avait encore jamais vu dans les élections présidentielles. Cette victoire, ce n'est pas la victoire d'un parti, c'est avant tout la victoire d'un homme. La victoire de Richard Nixon, le battu de 1960 par Kennedy, le battu de 62 en Californie, celui qui en 1968 avait gagné de justesse avec seulement 43% des suffrages et il avait fallu attendre le milieu de l'après-midi pour savoir finalement qui allait l'emporter, de Hubert Humphrey ou de lui. Eh bien cette fois-ci, Richard Nixon remporte une victoire éblouissante, il a les mains libres, il peut, comme il le veut maintenant, finir la guerre
du Vietnam, et c'est cela évidemment que les Américains attendent de lui au cours des prochaines semaines, pour ne pas dire au cours des prochains jours. Finir cette guerre, comme il l'a dit, pour terminer la campagne électorale, la finir dans l'honneur. Et puis aussi pratiquer peut-être une nouvelle politique dans ses rapports avec les autres pays. Et l'on sait maintenant qu'en premier lieu, il s'occupera de nouveaux rapports politiques, mais aussi financiers et économiques avec l'Europe. Il devient maintenant le véritable représentant de la nation américaine, car il peut, avec la majorité qu'il a recueillie, parler au nom du pays le plus puissant du monde. Une nouvelle politique sociale aussi, car avec la guerre du Vietnam qui se termine, il aura les moyens de redonner du beurre à l'Amérique après avoir fourni des canons. Et cette victoire, c'est bien sûr, pour le concurrent malheureux McGovern, la défaite. C'est aussi la défaite d'un homme, mais ce n'est pas la défaite d'un parti. McGovern, abandonné par le tiers, au moins, quand ça n'a pas été la moitié des membres du Parti démocrate. Nixon a fait donc mieux que Johnson en 1964, il a fait mieux que Roosevelt en 1936. C'est un record que l'on n'effacera pas des tablettes américaines. Les démocrates, malgré tout, ont maintenu leur position. C'est cela qui prouve que cette victoire et cette défaite sont avant tout une affaire personnelle et n'ont pas mis en cause les partis, qu'il s'agisse des républicains ou des démocrates. Les démocrates, en effet, ont gagné des sièges chez les gouverneurs. Ils ont peut-être, on le saura encore en fin de journée, gagné un siège chez les sénateurs. Il faut attendre que certains comptes soient terminés et refaits dans quelques États litigieux, mais d'ores et déjà, ils sont assurés de conserver la majorité absolue. À la Chambre des représentants également, les démocrates conservent la majorité absolue, même s'ils perdent 6 sièges. Donc Nixon l'emporte à titre personnel. Et je crois que c'est cela qu'il faut retenir de ces élections, en se demandant, comme le font tous les observateurs aujourd'hui, pourquoi une telle différence, pourquoi cet écart de 25%. Eh bien, tout d'abord, pour Nixon, ces résultats de ces 4 dernières années parlaient pour lui. Et des résultats positifs. Les électeurs, visiblement, l'ont suivi. Cette majorité silencieuse, eh bien, tout simplement, elle a fait la preuve qu'elle existait. La politique que Nixon a menée dans ses rapports avec la Chine, avec l'Union soviétique, avec le Vietnam, avec le dégagement progressif des Américains, le retour de 520 000 hommes, avec la lutte menée depuis 1 an contre l'inflation, et bien tout cela, pour les Américains, s'est révélé positif. Et en même temps, s'est révélé négatif, et bien l'attitude de McGovern qui critiquait Nixon. McGovern qui était considéré comme un homme sincère et généreux, mais à qui on a reproché d'avoir changé d'idée. McGovern, qui avait gagné les élections primaires aux États-Unis, appuyé sur les jeunes, surtout, on attendait beaucoup de ces jeunes, finalement ils ont voté comme les adultes. McGovern appuyé sur les groupes ethniques, sur le mouvement de libération de la femme, eh bien McGovern avait été désavoué par les dirigeants de son parti. Lorsqu'après il a voulu quitter ces petits groupes, ces minorités et ces jeunes, eh bien ces jeunes ne l'ont plus suivi comme il l'avait suivi auparavant, mais il n'a pas pour autant regagné la confiance des dirigeants traditionnels du Parti démocrate. Voilà donc la défaite de cet homme qui a mené un combat acharné, mais un combat, je crois, honnête, sincère et loyal. Le but de l'Amérique maintenant doit être d'apporter une génération de paix au monde entier. C'est la première phrase que l'on voudrait prophétique, prononcée cette nuit dans l'euphorie de la victoire par le président Nixon. Quand le mot paix est prononcé dans ces circonstances, on pense inévitablement d'abord au présent, c'est-à-dire au Vietnam. Il est peut-être bon de noter en passant que le fait de n'avoir pas signé le cessez-le-feu avant les élections ne semble pas avoir fait perdre une seule voix au président Nixon. La première réaction parvenue ce matin de Hanoï est une réaction sans surprise. Même réaction à Saigon, où le porte-parole du président Thieu a déclaré ce matin « Notre position est logique et raisonnable et le gouvernement des États-Unis est d'accord avec nous. » Pardon. Le président Pompidou a envoyé ce matin un télégramme de félicitations au président Nixon. Vives félicitations pour votre brillante réélection. J'y joins mes vœux très amicaux pour votre bonheur personnel et mes souhaits très sincères pour le grand peuple américain, ami du peuple français, signé Georges Pompidou. Je pense que nous entrerons en contact tout à l'heure, pardon, peut-être dès maintenant. Oui? Très bien. Oui, alors Jacques Hébert se trouve à l'Élysée, avec peut-être près de lui le porte-parole du gouvernement, Jean-Philippe Lecat. À vous l'Élysée. En effet, Claude Brovelli, le Conseil se termine à l'instant. Monsieur Jean-Philippe Lecat est à mes côtés. Monsieur le ministre, on a parlé bien entendu de la réélection de monsieur Nixon ce matin. Bien entendu, le Conseil a enregistré la réélection du président des États-Unis, auquel le président Georges Pompidou a adressé un télégramme chaleureux. La France se trouve avec, à la tête des États-Unis, un partenaire exigeant, mais qu'elle connaît bien, et avec lequel des conversations importantes dans les années à venir devront se poursuivre.
Voilà Claude Brovelli pour la réaction au Conseil. À vous, Cognac G. Merci. La réélection du président Nixon fait évidemment les gros titres de la presse dans le monde entier, ou à peu près. Voyons ce que l'on en disait ce matin dans 3 des principales capitales européennes, dans l'ordre Londres, Bonn et Moscou. Raz-de-marée, Nixon écrase McGovern 2-1, titre Le Guardian. Victoire éclatante, Nixon au pouvoir pour 4 ans de plus, dit le Times. Débâcle démocrate, Nixon triomphe, Daily Telegraph. Toute la presse britannique rapporte très largement la victoire personnelle du président Nixon. On estime ici en Grande-Bretagne que l'électorat américain a pris conscience de l'autorité réelle de son leader en reconnaissant que Nixon est réellement un professionnel de la politique. Quand il parle politique, il parle business. Il est parti gagnant, il était normal qu'il soit victorieux. On ne saurait critiquer ici le bipartisme, source d'équilibre gouvernemental, et l'on ne pense pas que Nixon ait à craindre des difficultés importantes de la majorité démocrate au Sénat et à la Chambre des représentants. Au contraire, ayant déjà dû gouverner 4 ans dans ces conditions, il devrait être maintenant beaucoup moins inhibé. En fait, on estime ici que la position du président Nixon, en tout cas dans l'avenir immédiat, est plus forte que jamais. Et on espère que l'attitude du gouvernement américain confirmera la confiance que l'électorat a prouvée à son président. Si Nixon est vainqueur, il ne faudrait pas cependant que la paix au Vietnam tarde trop pour que sa victoire soit tout à fait complète. Son impact sur l'Europe en dépend. Pour les Allemands de l'Ouest, l'Américain est encore et toujours un peu le grand frère. Faut-il le rappeler, il y a 212 000 soldats américains en République fédérale. La victoire écrasante du président Nixon aura eu au moins un effet passagèrement apaisant, puisqu'elle a mis tout le monde d'accord en Allemagne, aussi bien la coalition gouvernementale que l'opposition. La satisfaction est en effet générale. Le chancelier Brandt a envoyé ce matin un télégramme de félicitations au président Nixon. Votre réélection impressionnante, lui dit-il dans ce message, est d'une extrême importance pour l'avenir de la paix dans le monde. C'est aussi un espoir d'approfondissement des relations entre les États-Unis et l'Europe. Pour Willy Brandt, en effet, le maintien de l'alliance avec les États-Unis est une condition indispensable pour toute bonne politique à l'Est. Le président Nixon a, semble-t-il, donné des garanties, aussi bien à M. Brandt qu'à son adversaire chrétien-démocrate M. Bartzell, lors de précédents voyages, sur le maintien, tout au moins à terme, des troupes américaines en Europe. Au contraire, M. McGovern s'est prononcé à plusieurs reprises pour le retrait unilatéral de ces troupes d'Europe. C'est exactement ce qu'il fallait faire pour s'attirer la méfiance de l'opinion en République fédérale. Bref, les Allemands de l'Ouest, de quelque parti qu'ils soient, sont persuadés de voir en la réaction du président Nixon la victoire d'un ami et en tout cas de quelqu'un dont ils ont besoin. Richard Nixon a été le premier président des États-Unis à se rendre à Moscou. C'est lui qui a signé l'accord sur la limitation des armements stratégiques. C'est lui qui a permis la signature de l'accord commercial avec l'URSS pour un montant de 2 milliards de dollars. C'est lui enfin qui va terminer la guerre du Vietnam, ce qui lui donnera davantage encore les mains libres pour se lancer dans une véritable coopération avec l'Union soviétique. Et puis il ne faut pas négliger non plus les rapports personnels qui ont pu s'établir il y a 6 mois à Moscou entre M. Brejnev et le président Nixon. On comprend dans ces conditions que Richard Nixon était tout naturellement, et si l'on peut dire, le candidat des dirigeants soviétiques. Il est vrai que les soviétiques se sont bien gardés de soutenir officiellement la candidature de Richard Nixon. Mais enfin, certains journaux à Moscou ont expliqué à leurs lecteurs que le succès que ne manquera pas de remporter Nixon aux élections américaines serait dû en grande partie à son voyage à Moscou et en général à sa politique à l'égard de l'URSS. Et puis il y a les incidences sur l'économie et la haute finance, c'est-à-dire la bourse. Une bourse qui est très sensible et qui réagit immédiatement lorsqu'un événement politique de cette importance se produit, Gérard Vidalens. Oui, Claude Brovelli, c'est à 15h30 que l'on connaîtra, heure française, les premiers cours d'ouverture de la bourse de New York. Est-ce que la bourse a plébiscité en quelque sorte le président Nixon? C'est possible encore qu'il y ait des réalités, si vous voulez, économiques et financières. On peut dire que Nixon a gagné la bataille politique. Dans la bataille économique, il a des avantages certains, car vous savez qu'il a pris des mesures contre l'inflation. Dans la bataille financière, eh bien, on peut dire que là, la bataille est très ouverte, puisque si le dollar ce matin s'est raffermi à Francfort, il ne faut pas oublier que le dollar est coupé de sa référence par rapport à l'or, et il y a également ce déséquilibre de la balance des paiements qui est colossal.
Donc voilà la situation ce matin. Disons que les valeurs françaises sont assez réservées. Et enfin, l'or qui avait baissé hier à la suite des mesures anglaises, vous savez, prises pour défendre la livre et qui avait été consécutive au blocage des prix, des salaires et même des dividendes, des profits en Angleterre, eh bien l'or s'est redressé ce matin. Voilà Claude Brovelli pour la tendance en quelque sorte de ce matin. Merci, à tout à l'heure pour les cotations. Cette nuit, Paris a vécu aussi, je vous le disais tout à l'heure, à l'heure américaine. Toute la nuit, ça a été un véritable chassé-croisé de personnalités politiques, de journalistes, entre des pôles d'attraction américanisés. Les radios périphériques, le fameux Harris Bar près de l'Opéra, et surtout l'hôtel Hilton, où l'ambassade américaine avait invité, en plus, certainement pas loin des 20 000 ressortissants américains qui habitent Paris. La bousculade était telle qu'on se demande encore comment quelques gauchistes ont réussi à déployer au Hilton pendant quelques secondes un drapeau Viet Cong, tant ils étaient eux-mêmes écrasés par la foule. L'éléphant républicain, symbole du parti du président Nixon, a été fêté et cajolé cette nuit à Paris. Car tout ce que la capitale comprend d'Américains, hommes d'affaires, journalistes, étudiants ou milliardaires, s'était retrouvé dans ces Washington miniatures qui célébraient les élections présidentielles américaines. Ici, à RTL, Alain Barrière était de la fête avec son nouvel accompagnateur. Et de 22h à 4h du matin, 2000 invités vidèrent 500 bouteilles de whisky en attendant les résultats qui arrivaient de l'autre côté de l'Atlantique. Mais c'est sur l'autre rive de la Seine qu'il était de bon ton d'être vu, c'était au Hilton. L'ambassade américaine avait convié tous les ressortissants américains vivant à Paris. Là, le jus d'orange était payant et pour le même prix, on pouvait déposer un haricot en carton dans une urne factice. Ici encore, Nixon l'emporta. Pendant ce temps, l'orchestre d'étudiants de l'Alliance américaine anima cette soirée beaucoup plus mondaine que politique. Mais le vrai temple des présidentielles américaines, c'est le Harris Bar. Alors, vas-y. On peut boire, oui. Toute la nuit, les partisans de McGovern et Nixon s'affrontèrent le verre à la main. Ils burent et reburent pour tenter d'oublier le manque de suspense évident de ces élections. Les bons Français sont pour Nixon. La soirée se termina tôt ce matin. Faut faire une proclamation. Et personne ne tira sur le pianiste. Et au petit jour, seul et oublié, le petit âne démocrate manifestait ses défaites. Un petit âne qui a le temps de grandir d'ici 4 ans. C'est alors qu'on était hier soir en pleine euphorie dans l'attente des résultats des élections américaines qu'une dépêche est tombée comme un coup près venant de Rabat. 11 accusés condamnés à mort pour avoir participé le 16 août dernier à l'attaque contre le Boeing dans lequel se trouvait le roi Hassan II. C'est un verdict extrêmement sévère qui donne pratiquement satisfaction au procureur qui avait requis 14 condamnations à mort. Le verdict est tombé comme un coup près hier soir à Kenitra. 11 condamnations à mort, 31 peines de prison. Toutefois, les 170 sous-officiers et soldats qui se trouvaient à la base de Kenitra le jour de l'attentat contre le Boeing Royal ont été acquittés. Mais ce procès fut avant tout celui du général Oufkir. C'est ce qui est apparu tout au long des 3 semaines de débat. Les 2 principaux inculpés, le lieutenant-colonel Amkran et le commandant Quera, ont reconnu leur culpabilité. Mais ils ont tenté de l'atténuer en invoquant la démoniaque influence du général Oufkir. C'était lui, ont-ils dit, l'âme du complot, et il s'est joué de nous. Pour Amkran, Oufkir était une sorte de Machiavel. Quant au commandant Quera, il devait dire « Je savais que le démon existait ici-bas, mais j'ignorais qu'il était dissimulé derrière ses éternelles lunettes noires. » Ces 2 hommes, ainsi que 9 autres officiers de l'armée de l'air marocaine, sont donc promis au peloton d'exécution, sauf si le roi Hassan II fait usage de son droit de grâce. Les intentions du souverain, bien sûr, nul ne les connaît. On peut cependant rappeler que le roi Hassan
avait nettement déploré le verdict de clémence au procès des conjurés de Skhirat en mars dernier. Jacques Hébert vient de me rappeler de l'Élysée, où le Conseil des ministres vient de se terminer. Je peux vous dire que 2 projets sociaux ont été approuvés par le Conseil des ministres, l'un sur la mensualisation du SMIC et l'autre sur l'égalité des salaires féminins et masculins. Et puis une dépêche vient de tomber. Monsieur Yvon Moranda est décédé ce matin à Marseille, c'est ce que l'on annonce à la direction des charbonnages. Michel Fauqueux a été transféré ce matin à la maison d'arrêt de Colmar. Michel Fauqueux n'a donc pas revu ses enfants, comme il le souhaitait, ne serait-ce que quelques minutes. C'est pour eux qu'il s'était jeté dans la souricière qu'il ne pouvait pas ne pas l'attendre hier à Soissons. Dans la perspective des élections législatives en France, plusieurs mouvements d'extrême droite se sont regroupés. Et c'est ce Front National, comme il s'appelle, qui a tenu hier soir à la Mutualité à Paris son premier meeting. Un service d'ordre discret, plus de croix celtiques, mais force slogan, et la flamme tricolore. Il contrastait avec ceux d'ordre nouveau, ce premier meeting du Front National. Mais la salle sera vite chauffée à blanc quand un soldat perdu agitera le drapeau du Sud-Vietnam. C'est une triple mission que Jean-Marie Le Pen assigne à la droite nationale. Abaisser le communisme, abaisser l'UDR, abaisser la majorité. Est-ce à dire pour autant que nous sommes prêts à voir venir et à prêter la main à l'arrivée au pouvoir du néo-Front populaire? Ce serait une folie sans nom que de prêter la main à l'arrivée, ne serait-ce qu'une seule minute, du Front populaire au pouvoir. Nous forcerons le destin, devait-il conclure, fort applaudi par ses partisans. La complexité, voire le paradoxe des élections américaines veut que la première conséquence concrète qui en découle soit de nature essentiellement sportive. Vous savez que les Jeux olympiques d'hiver de 1976 devaient se dérouler à Denver, au Colorado. Eh bien, les électeurs du Colorado en ont décidé autrement, puisqu'ils ont voté contre l'utilisation de leurs impôts pour financer les Jeux olympiques. Les Jeux d'hiver de 1976 devront donc se dérouler ailleurs qu'à Denver, peut-être à Sion, en Suisse, qui est sur les rangs et qui est une station bien équipée, ou alors, pourquoi pas, à Grenoble. En tout cas, on en reparlera. Toujours est-il que les Parisiens qui sont allés cette nuit au cirque d'hiver pour assister au combat à Sanchez-Cohen n'en ont pas eu probablement pour leur argent, puisqu'il n'a fallu que 2 rounds à Cohen pour remporter le match sans aucune contestation possible, vous allez le voir. Le cirque d'hiver était comble hier soir pour le match vedette opposant Max Cohen, culotte blanche, au champion d'Espagne des poids moyens Pablo Sanchez. Ce dernier se rua d'entrée sur son rival pour le surprendre par des séries rapides mais inefficaces. Max Cohen, puissant, précis, laissa passer l'orage, vit la faille chez son adversaire, décocha un uppercut du gauche au foie. Et vous allez voir, Sanchez fut compté 8 par l'arbitre, M. de Castellanos. Ce fut la fin de la première reprise, presque celle du combat, et ce, sous l'œil inquiet de l'ex-champion Tunero, manager de Sanchez. Au deuxième round, maître de son art, nouveau coup au foie, deuxième knockdown de l'Espagnol, qui est à nouveau compté 8. Max Cohen, en grande condition, dont tous les coups étaient décochés avec force, faisait mal. La fin était proche, et précédant le coup final au foie, 2 crochets du droit au flanc. Voici le 3e knockdown, paraphant la 31e victoire de Cohen, acquise par arrêt de l'arbitre au 2e round. À quand un match Cohen-Boutier pour les partisans de Max? On vient de m'apporter 2 dépêches qui viennent de tomber sur les téléscripteurs. La direction de la SNCF a proposé aux organisations syndicales de cheminots une réunion le 1er décembre en vue d'étudier les possibilités d'un accord couvrant les 3 derniers mois de l'année 1972 et l'année 1973. C'est ce que l'on annonce de sources syndicales. Et puis, une dépêche de Paris, la Comédie Française sera fermée à partir du 15 novembre pour une durée indéterminée. C'est ce qu'a annoncé M. Jacques Duhamel, le ministre des Affaires culturelles.
Le salon du bricolage se tient en ce moment au CNIT, à Paris. Et c'est là que nous allons retrouver en direct Maurice Bruzek et ses invités pour la partie magazine de cette édition. À vous, Maurice Bruzek. Bien. Eh bien, merci Claude. Vous voyez, nous sommes déjà fin prêts à bricoler, si j'ose dire. Salon du bricolage, 7e du nom. Et nous sommes ici, d'ailleurs, dans un chalet que l'on peut construire soi-même. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses dans le monde du bricolage. Alors, je voudrais vous dire tout de suite que nous avons tenté une expérience à Trésor Magazine. En effet, d'aucuns parlent même de fiançailles entre le magazine Jeune du mercredi de Trésor Magazine et Vivre au présent, qui est diffusé chaque soir, vous le savez, de 18h30 à 18h50. Alors, pour consommer, si vous voulez, ces fiançailles, je voudrais vous présenter ceux qui ont l'habitude, habituellement, de travailler à Vivre au présent. Il y a d'abord Jean, qui présente, vous le connaissez, c'est l'un des animateurs, et il y a aussi deux visages que vous ne connaissez pas ceux-là, mais dont vous connaissez les noms, puisqu'ils sont au générique. Il s'agit de Léon Noël et de Gabriel Saint-Drichin, que voici, et que nous accueillons donc dans Trésor Magazine. Alors, pour bien montrer que nous avons travaillé en collaboration, Léon Noël, vous avez préparé un film qui est en quelque sorte un sondage. Oui, c'est un sondage et c'est plus exactement peut-être un petit constat de la manière dont les jeunes conçoivent le bricolage et le pratiquent. Un constat rapide et également, à l'occasion, une petite incitation au bricolage. Eh bien, ce film, nous allons le regarder. Je pense que le télécinéma rue Cognac-Jay va bientôt le lancer. Il nous permettra ensuite donc d'amorcer une discussion. Je crois qu'il ne va pas tarder. Je regarde moi-même. Thierry, lycéen. Il a 15 ans, il vit à Sainte-Geneviève-des-Bois. Olivier, son jeune frère. Dans la famille, tout le monde bricole. Annie, de Saint-Brieuc. Elle aussi aime bricoler et elle sait pourquoi. Bricoler, c'est être un peu poussé par la nécessité. Je crois qu'on bricole pour faire un objet utile. Jean-François, étudiant. Il vit à Neuilly et bricole de préférence au calme, dans les Pyrénées. Le bricolage, c'est quelque chose, c'est un passe-temps, un moyen de me faire des petits objets que j'aimerais avoir assez rapidement, que je ne peux m'offrir et que j'ai la joie de créer de mes propres mains. Exemple, d'un pic cierge, il a fait ce pied de lampe. Je pense que le bricolage, c'est purement une imitation et une reproduction, d'après sa personnalité, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a découvert. Le bricolage, c'est ça, c'est de transformer les objets au point de les rendre vraiment méconnaissables et tout à fait jolis et agréables à regarder. Autres objets nés des mains de Jean-François. Il y a des petites combines, le bricolage, c'est de la combine, quoi. C'est des petites choses comme ça, des petits trucs. Enfin, je lis des revues allemandes, par exemple, où il y a c'est vraiment des mines d'or au point de vue bricolage, avec des objets très simples et très usuels. On fait des choses extraordinaires. Des professionnels du bricolage, même. Enfin, des gens que je pense qui sont... Même un salon du bricolage, des gens qui sont absolument obsédés par cette idée, enfin obsédés... C'est leur violon dingue, disons. Peut-être aussi finalement que le bricolage, ça implique aussi de créer avec les moyens du bord. Et puis, peut-être au fond, on n'est pas vraiment génial quand on a à sa disposition un matériel trop complet ou trop perfectionné. Et quant aux outils, de quoi te sers-tu plus spécialement? Ça dépend de la matière, évidemment. Pour le bois, il y a la scie, la colle, les clous, les limes, tout ça. Et où trouves-tu tout cela? Partout, absolument partout. On peut tout coller sauf papier, tissu, carton, téflon, polyéthylène et toutes les matières siliconées. Alors vous pouvez aussi bien travailler dans les bois durs que dans les bois tendres et que dans les plats. Vous réglez simplement votre diffuseur d'air, toujours comme ceci, en diagonale.
savez, dans les jeunes, à mon point de vue, je crois que c'est les jeunes quand ils ont une trentaine d'années, qu'ils sont mariés, ils pensent plus au bricolage qu'à 20 ans. On construit une maison parce que on joue dans un orchestre. Alors dans la maison c'est impossible parce que maman crie, ça fait trop de bruit. On est 4. Vous avez quel âge à peu près tous les 4? 15, 16 ans. Vous avez quelqu'un qui vous aide ou bien vous avez fait tout par vous-même? Tout par nous-mêmes. Olivier, tu me passes un parpaing? On a demandé des conseils un peu à tout le monde, comment faire le ciment, comment tout préparer, poser les pierres, tout. On a commencé à creuser des fondations, des trous, après on a élevé des parpaings jusque-là. Là, vous voyez, nous sommes armés ici au salon de bricolage pour travailler. Alors d'une façon générale, lorsque nous travaillerons avec l'équipe de Vivre au Présent, à 13h, nous vous présenterons un dossier film et le soir, nous aurons des débats, des discussions autour de spécialistes. Alors ce soir, Léon Noël, que va-t-il y avoir dans Vivre au Présent à 18h30? Eh bien, donc, il y aura un débat avec un spécialiste que vous allez nous présenter vous-même dans quelques instants. Et puis, ici, un petit concours, une espèce de compétition entre jeunes, des jeunes de Vivre au Présent et d'autres jeunes qui se sont joints à eux. Ils travaillent les uns le bois, les autres le fer. Ils ont le même matériel, les mêmes outils et le même matériau. Et ils fabriqueront, d'ici 18h30, nous l'espérons tout au moins, un objet différent à leur choix. Alors, si vous permettez, je vais donner le top de départ. Oui, nous allons voir ça dans un instant. Le top de départ pour le concours, vous voyez, c'est le pistolet du starter. Allez-y. Alors, nous n'avons pas oublié les filles, Gabrielle. Que vont-elles faire, les filles? Eh bien, les filles, il paraît que maintenant la tapisserie revient à la mode. On va essayer de les faire broder, on va essayer de leur faire des coussins, des choses comme ça. On va voir si elles sont encore capables. Bien, merci Gabrielle. Alors, monsieur Chevalot, c'est vous le spécialiste. On vous appelle, je crois, ici au salon, dans les allées du salon, monsieur Bricolage. Oui, oui, oui. Les jeunes réellement s'intéressent au bricolage? Oui, absolument. Oui, oui, ils sont très bricoleurs, très jeunes, et je suis sûr que cet après-midi, je n'aurai pas de conseils à leur donner. Je vais leur servir de grouillot, tout simplement. Oui, quelle est la question qu'on vous pose le plus souvent? À partir de quel âge peut-on bricoler? Il n'y a pas d'âge. Bricolage, ça va de tout à rien, et tout est bricolage à partir du moment où on le fait soi-même. Donc on peut vous poser ce soir, vraiment ici, là au salon, les questions les plus difficiles. Ah, ça, je l'espère, oui. Vous nous répondrez? Ah, je l'espère aussi. J'espère aussi, mais oui, je pense que oui. Oui, oui. Eh bien donc, vous voyez ici que tout se passe très bien, que le concours va se poursuivre tout l'après-midi et même pendant l'heure du déjeuner. Ils ne vont pas déjeuner, ces jeunes gens et ces jeunes filles. Nous vous donnons rendez-vous ce soir à Vivre au Présent à 18h30. Vous verrez les résultats de ce concours et vous pourrez entendre les réponses aux questions qui seront posées à Monsieur Bricolage. Claude Brovelli, à vous. Merci, je crois que nous allons retrouver une dernière fois la bourse pour les cotations. C'est le dernier rendez-vous de notre journal. Gérard Vidalance. Oui, Claude, voici les cours et les valeurs françaises, je vous le disais tout à l'heure, sont en légère baisse, encore que certains titres se défendent fort bien. Et notamment, nous verrons du côté des valeurs chimiques des progrès que l'on n'attendait pas. Une affaire comme l'Air Liquide, par exemple, qui s'est détachée ce matin. La Royal Dutch n'a pas encore eu le soutien de la bourse de New York, Compagnie Générale d'Électricité en baisse de 3 francs. Et vous verrez tout de même une baisse qui étonne, c'est celle de la Française des Pétroles, qui ce matin a perdu près de 3%, 210,30, et on a remonté par la suite. Et voici l'Air Liquide. L'Air Liquide à 356 contre 344, très bon score, donc après une éclipse tout de même qui durait depuis quelque temps. Des informations financières ce matin avec des taux de croissance assez inégaux suivant les secteurs, des augmentations de chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois qui s'étalent par exemple de 6% pour Creusot-Loire, mais c'est une affaire de la construction mécanique où la progression bien entendu des activités est plus lente. L'Oréal qui annonce une augmentation de 14% de son chiffre d'affaires et Carrefour qui reste le champion de la distribution avec un bond de 34% des ventes pour les 10 premiers mois. Voici donc des baisses. L'Aquitaine est également en léger repli ce matin, alors que Perrier progresse à nouveau à 294 contre 289. La fusion maintenant entre Sommer et Alibert est consacrée. Cela représentera un ensemble dans le domaine à la fois du textile et des matières plastiques très important. L'estimation des grands en bourse, c'est la valeur que la bourse assigne, si vous voulez, aux très grandes sociétés françaises. Vous voyez que Michelin pèse en quelque sorte 7 milliards à la bourse de Paris, Saint-Gobain un peu moins de 5 milliards, et une affaire comme Peugeot, 3 milliards donc de francs actuels. Rhône-Poulenc, 3 milliards 200 millions. Carrefour, 3621, 3618,
On s'est donc repris après un repli depuis quelques jours. Monsieur Pierre Châtenay, qui est toujours le président de la commission des opérations de bourse, vous savez, cet organisme qui exerce en quelque sorte une magistrature morale sur l'ensemble du marché financier, eh bien, va conserver ses fonctions jusqu'à la fin de l'année, mais son mandat expirera à cette époque. Il y aura un nouveau président de la COB. On parle beaucoup de M. Raymond Barre, qui est actuellement le vice-président de la commission de Bruxelles. Valeurs étrangères, quelques valeurs américaines quand même qui commencent à être cotées à la Bourse de Paris, 2,50 francs de mieux sur ITT, alors que les affaires allemandes sont beaucoup plus discutées comme la BASF, c'est-à-dire Badische Anilin, qui perd 4,50 francs. Sur le marché de l'or, je vous ai dit que l'or avait remonté ce matin, je vous donne rapidement le cours, 10 420 pour le lingot contre 10 370. À vous, Claude Brovelli. Voilà, notre journal a été un peu plus long que d'habitude, vous l'avez peut-être remarqué, mais enfin, ça n'est pas tous les jours que nous avons un nouveau président aux États-Unis. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Toute notre équipe vous souhaite de passer une bonne après-midi. À demain.